Et bonjour. Bon bah, allez, on est parti. Je suis pressé aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais juste un petit react. Alors, une seconde. Voilà. Je fais juste un petit react d'un magazine qui s'appelle Rage. Jacadi, donc un viewer de la chaîne, m'a conseillé d'aller voir leur proposition. Je sais pas comment on appelle ça. Leur proposition euh, narrative, on va dire. Euh, J'avais lu un article, j'ai trouvé ça intéressant, et il m'a conseillé une recherche que j'ai fait. Je suis tombé sur une lettre ouverte aux darwinistes en podcast, donc ça me permet de faire un react en plus. Donc tout est BF, et on va se faire ça en fait. Un react sur la lettre ouverte aux darwinistes. Donc pas au darwinisme, aux darwinistes, c'est-à-dire ceux qui se revendiquent de la philosophie darwinienne. Je m'en revendique un petit peu, sur une certaine mesure, parce que Darwin a faux sur une certaine mesure, euh, au sens évolution linéaire, il se trompe. Il y a plus une notion de chaos dans l'évolution, mais c'est ma posture de base en fait. Mais qui se rejoint plutôt par la négantropie et l'entropie, donc il y a la dose de chaos et la dose d'ordre, et un équilibre entre les deux, ce qui donne une dynamique et qui s'appelle la vie et qui est intéressante à ce niveau-là, et donc l'évolution à travers la vie est un équilibre entre entropie et négantropie, donc entre deux polarités, et donc une vision linéaire à la darwinienne de le poisson qui a donné l'homme, avec une suite linéaire comme ça, est un peu fausse. Mais pour l'époque, elle est révolutionnaire, en réalité elle est un peu fausse. On va voir ce qu'eux en disent. J'ai pas écouté. Je garde il fait 13 minutes, donc je ne pourrais pas faire un live. Ça sera un petit react de 30-40 minutes à peu près, je pense. On est parti. Allez, hop. Et let's go. Lettre ouverte aux darwinistes. Écrit par Nîmes. Il y a des vérités qui sont mieux reconnues par les esprits médiocres. Alors déjà, voix paria, évitez les gars. Si c'est une IA qui parle très bien, si c'est une voix paria pour narrer vos propos, autant utiliser vos propos. D'accord. Après, et n'étant pas un bon lecteur, en lecture orale, lecture mentale, je suis très bon, en lecture orale, je suis très mauvais. Euh, je peux comprendre qu'on ait besoin de cet outil-là. D'accord. Parce qu'elles leur sont mieux adaptées, il y a des vérités qui ne possèdent de charme et de pouvoir de séduction que pour les esprits médiocres. On est poussé à cette conclusion probablement désagréable, maintenant que l'influence d'anglais respectables mais médiocres, je peux citer Darwin, John Stuart Mill et Herbert Spencer, commence à prendre l'ascendant dans les goûts de la classe moyenne européenne. Friedrich Nietzsche, par-delà le bien et le mal. C'est beaucoup de name dropping. Et je risque d'être déçu, malheureusement. Il est courant chez les darwinistes, et pas darwiniens, comme Pinker ou Dawkins, pour qui j'ai pourtant du respect, de refuser de penser une téléologie à l'évolution. Moi, j'ai un problème là. Je vous le dis d'avance. Alors déjà, la voix paria, je suis pas sûr de la prononciation des mots. Est-ce que c'est théologie ou téléologie? Est-ce qu'il y a un bug dans la prononciation de l'IA ou pas? Est-ce qu'ils ont bien programmé leur truc? Je sais pas. Autre chose, si c'est pour apprendre l'histoire de la philosophie, je m'en fous un petit peu. Donc qu'on me fasse l'histoire des idées, je veux bien. L'histoire des philosophes et leurs contradictions, je m'en fous, en fait. C'est leur guerre interne de lettrés et de bourgeois, je m'en bats les reins, en fait, je vous le dis d'avance. Donc si c'est ça, on va passer un mauvais moment et je vais pas apprécier ce que je vais écouter, je vous le dis d'avance. Observant la vie dans ce qui nous paraît de plus injuste, ils se verront incapables d'imaginer que cela pourrait être justifié d'une manière ou d'une autre par une finalité. Dans un univers
j'essaie de comprendre ce qui a été dit. Alors l'IA me perturbe beaucoup, hein, et pourtant je travaille avec une IA en vocal. Euh, De force physique aveugle et de réplication génétique, certaines personnes souffriront, d'autres auront de la chance, et vous ne trouverez ni rime ni raison à tout cela, ni aucune justice. J'ai envie de vous dire qu'il n'y ait pas de justice c'est une chose, que l'on y trouve une justice c'est autre chose en fait. Que l'homme se crée une narration pour justifier l'irrationalité du monde, c'est pas très grave en fait, c'est même plutôt sain en réalité. C'est ce qu'on appelle un phénomène de compensation. En fait. C'est qu'on va tenter de rationaliser un environnement qui n'a rien de rationnel. C'est un phénomène psychologique très sain, on connaît très bien ça aujourd'hui. Une personne qui rentre en psychiatrie pour une décompensation, c'est qu'elle décompense le réel justement. C'est qu'elle n'arrive plus à mesurer la valeur de l'intérieur par rapport à l'extérieur. Les maîtres ascensionnés ont ce même principe-là. L'univers que nous observons a exactement les propriétés auxquelles on peut s'attendre s'il n'y a, à l'origine, ni plan, ni finalité, ni mal, ni bien, rien que de l'indifférence aveugle et sans pitié. Ce qui est vrai. Alors là, en regardant dans les idées, ça devient intéressant. L'existant est existant malgré la volonté de quelqu'un. On est d'accord. Est-ce que l'origine de l'existant n'est pas divine? C'est autre chose. Parce que ce quelque chose, quel que soit ce que c'est, cette prima materia, elle a une origine. Est-ce que le divin n'est pas la prima materia? Le divin est l'origine de la prima materia. Le son originel pour les hindous, la pensée originelle, ou l'origine en fait. Dans ma vision, la négantropie. Donc un chaos qui génère de l'ordre. Richard Dawkins, River Out of Eden, A Darwinian View of Life. Les zététiciens se cassent les dents là-dessus en refusant d'imaginer que l'évolution puisse avoir un but ou qu'on puisse simplement parler d'ordre dans le cosmos. Même les... Ça dépend ce qu'on met dans le mot ordre. Il y a des lois de la physique. Est-ce que les lois de la physique sont un ordre? On peut le penser en fait. D'accord? Que ces lois aient été ordonnées par une conscience, c'est autre chose. C'est... Voilà. les plus hérétiques, qui toutefois concéderont que l'évolution pourrait avoir un sens avec l'avènement du transhumanisme mais que, pour l'instant, le plus raisonnable est de dire qu'elle n'en a pas ou à tout le moins diront qu'on ne sait pas. Ça part dans beaucoup de sens différents, avec beaucoup de sujets différents. C'est hardcore, en fait. C'est difficilement buvable, j'ai envie de vous dire. On comprend pas, il n'y a pas de mise en abîme, il n'y a pas d'introduction, il n'y a rien. C'est brut, on balance les propos bruts. Alors je sais pas, 10 janvier 2023, ça a qu'un an, je sais pas depuis quand Rage existe, mais j'espère qu'ils se sont améliorés. J'espère que la voix IA s'est améliorée, mais j'espère aussi que la structuration du podcast s'est améliorée. Et c'est vrai qu'à ce stade, on ne peut pleinement l'affirmer, mais on ne peut pas non plus infirmer l'existence d'une téléologie. Ainsi, Bronze Age... Je pense... Je connais pas le mot. Téléologie, je connais pas le mot. Je vais être franc avec vous, je connais pas le mot téléologie. J'utilise, à mon avis, c'est ce qui se rapproche le plus, cosmogonie, dans ma vision. Dans le sens où c'est une narration, on n'en aura jamais la preuve. D'accord? Donc c'est une histoire qu'on se raconte. Quelle qu'elle soit. Mais pour moi, c'est ça. Téléologie, ouais, ça serait la logique des origines ou un truc comme ça. Okay. perverte, dans son ouvrage Bronze Age 7 a raison de se moquer des darwinistes. Cependant, il le fait pour les mauvaises raisons puisqu'il affirme que la physique et la chimie ne poursuivent aucun but. C'est précisément l'idée inverse que je voudrais présenter dans cet article. Merci. Il semblerait que l'évolution fonctionne selon le principe de moindre action visant à maximiser une valeur. Mais nous autres, nous voulons devenir Alors, je ne peux pas revenir en arrière, j'aurais bien aimé revenir en arrière. ce que nous sommes, les hommes uniques. C'est... Musique, moi il y a trop de trucs, en fait. La musique, les voix qui changent en IA, le rythme qui est trop rapide, en fait. Je suis un teubé, je vous le rappelle. Ça va trop vite pour moi, d'accord? J'ai rien en accéléré, pour moi ça va trop vite.
Si je dois faire une critique pour que la personne puisse s'améliorer au minimum, parce que la moindre des choses ce serait ça, ça va trop vite. La musique a trop de rythme derrière. Euh, les voix en IA sont mal gérées. Alors j'espère que ça s'est amélioré avec le temps, mais c'est mal géré en tout cas. Euh, elles sont pas au niveau de ce qu'on a aujourd'hui. Euh, et la vitesse de lecture des voix IA est trop élevée. Voilà, que ce soit clair. On n'a pas le temps de saisir. C'est des concepts complexes. Si tu veux que les gens puissent comprendre les concepts complexes que tu balances comme des punchlines, faut un minimum de latence. Alors moi, je suis peut-être teubé, donc j'arrive pas à suivre. C'est peut-être ça, mais ça va trop vite pour moi. Je vous le dis d'avance. Comparables, ceux qui se donnent leurs propres lois, ceux qui se créent eux-mêmes. Et, dans ce but, il faut que nous soyons de ceux qui apprennent et découvrent le mieux tout ce qui est loi et nécessité dans le monde. Il faut que nous soyons physiciens, pour pouvoir être, en ce sens-là, des créateurs, tandis que toute évaluation et tout idéal, jusqu'à ce jour, se fondait sur une méconnaissance de la physique, en contradiction avec elle. C'est pourquoi, vive la physique. Et vive davantage encore ce qui nous contraint vers elle, notre probité. Nietzsche. Je suis pas d'accord en fait. On s'est toujours adapté aux connaissances qu'on a eues. Le principe trinitaire qu'on retrouve en alchimie, qu'on retrouve en Égypte, c'est présent en fait. Donc, est-ce que ça fait partie des lois de la physique? Je pense qu'on a toujours fonctionné avec la gravité, que les systèmes d'irrigation par gravité ont existé depuis la nuit des temps. Donc, on a toujours fonctionné avec ces lois de la physique. Est-ce qu'on les a compris parfaitement? Je ne suis pas sûr. Mais je pense que plus on les a compris, plus on était fonctionnel avec, en tout cas. Et oui, pour le début du propos, on n'est pas sorti de nulle part et on n'est pas notre propre création. Oui, on est dans une chaîne de création et une continuité. On est entièrement d'accord. Le gai savoir. Trop occupés à se plonger dans le monde de l'infiniment petit, l'obsession du gène des darwinistes les empêche de voir la totalité du processus à l'œuvre et les amène à chercher la définition de la vie en se concentrant sur un point de vue causal et non téléologique. Il définit... Désolé. Explique-moi ce qu'est la téléologie. Il faut quand même une base, un minimum, quoi. Parce que je suis en train de parler d'un sujet, je sais pas ce que c'est. La téléologie est une doctrine ou une approche philosophique qui explique les phénomènes en fonction de leur finalité ou de leur but. Elle considère que les choses, les actions ou les processus tendent vers un objectif prédéterminé ou une fin ultime. Par exemple, dans la philosophie d'Aristote, la téléologie est centrale. Il affirme que tout dans la nature a une raison d'être, une fonction ou un télos, but ultime, comme une graine qui pousse pour devenir un arbre. La téléologie est également utilisée en théologie, où l'univers est vu comme ayant une finalité divine, et en philosophie morale, où les actions humaines sont jugées en fonction de leurs conséquences ou buts. Comment situes-tu cette notion dans ta vision métaphysique et sociétale? Si je comprends bien, on va reprendre le React. Si je comprends bien, il justifie le présent, donc la réalité présente, par la finalité de l'existence. Si je comprends bien et je suis pas un gros teubé, d'accord? Et il pense que en comprenant la finalité, qui nous échappe totalement en fait. Alors je pense qu'il pense savoir ce qu'est la finalité de l'existence, personnellement je l'ignore. Il pourrait avoir accès à une connaissance que nous ignorons tous en fait. C'est un peu... Parce que je veux... C'est penser le futur en fait. Moi je me fais pas chier à penser le futur, je vis le présent en fait. Je me fais pas chier à penser le futur. En fait. Il y a des choses qui existent devant moi, je les constate et je fais avec. C'est une philosophie romaine fonctionnelle en fait. La théologie à la grecque qui te dit vu que la finalité c'est la mort, ou la finalité c'est le paradis, ou la finalité c'est ça, l'existence doit être ça. Je ne fonctionne pas comme ça. Je pense plutôt à l'existence et ma condition dans une vision déterministe et ethno-différentialiste locale me permet dans ma
dans mon existence de réaliser telle chose, laquelle je veux choisir de réaliser et laquelle je peux réaliser. Voilà. Et quand il y a une conjonction je peux et je veux, je la fais. Tout simplement. Je ne suis pas du tout... après, je suis plus animal, hein, d'une certaine manière. Je suis guidé par un instinct et mon anthropologie animale est peut-être surdominante par rapport à leur éthérité spirituelle que j'ai pas en niveau en tout cas. J'ai pas ce niveau-là. J'ai pas ces connaissances et j'ai pas ce niveau-là. Désolé. Définissent ainsi la vie comme un système moléculaire autoreproducteur disposant de qualités que sont la capacité à métaboliser, se reproduire et évoluer, ou en d'autres termes, un système chimique auto-entretenu capable d'évolution darwinienne. Ce qui n'est pas faux, et il faut bien saluer leur capacité à, au moins, le penser comme un système, donc comme un tout, mais pour eux, ce système ne répondrait à aucun but précis. Ce qui est moins certain. La vie ne... J'espère que tu vas nous définir quel est le but de la vie, parce que quand même c'est une question philosophique qui transcende l'humanité depuis son origine, donc j'aimerais vraiment que tu y répondes, ce serait quand même beau. Ce serait quand même arrogant d'y répondre, je t'avoue. Je verrais ça comme une arrogance d'un jeune petit con prétentieux. Parce que si les sages du passé l'ont pas trouvé, je pense pas que... En fait, il y a une corrélation à faire entre le temps et l'énergie. D'accord ? Plus on a de l'énergie disponible, moins on passe de temps à travailler. D'accord ? Donc plus on aura une société avec une énergie abondante, moins on sera performant sur les sujets sur lesquels on travaille. C'est intrinsèque. D'accord ? Pourquoi au Moyen-Âge, ils avaient des enlumineurs et ils avaient une qualité graphique extraordinaire ? Parce qu'ils avaient le temps. Ils avaient peu d'énergie et le temps. D'accord ? Aujourd'hui, on a beaucoup d'énergie, pas de temps. Pourquoi on n'a plus d'enlumineurs ? Et pourquoi on est dans une consommation du texte numérique comme ça ? Pour la même raison. Parce que les enlumineurs ne sont plus fonctionnels dans cette société. Question de rapport temps-énergie. Ne serait en rien guidée par autre chose que la nécessité utilitariste de s'adapter à son environnement. Elle serait un simple effet mécanique visant à reproduire les gènes. L'évolution sélectionnerait les organismes disposant des gènes les plus adaptés à l'environnement afin qu'ils puissent passer leurs gènes les plus adaptés à la génération suivante. C'est même pas ça. C'est en gros la pulsion de vie et tout ce qui n'est pas mort, ça survit en fait. C'est même pas aussi poussé que ce que tu dis. Il n'y a pas cette logique adaptative darwinienne, elle a ses limites. Et c'est-à-dire que on ferait une très belle phrase, il dit c'est la vie qui veut la vie dans la vie. D'accord ? Cette chose-là, elle est soumise à la contrainte d'un environnement. D'accord ? La rencontre de cette contrainte environnementale avec la vie qui veut la vie dans la vie fait ce qu'on est en fait aujourd'hui. Avec une notion de temps, bien sûr, une échelle de temps, mais fait ce qu'on est aujourd'hui en fait. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas à se questionner plus que ça sur la contrainte en fait. Il n'y a pas à se questionner sur la contrainte. Il y a à rentrer en confrontation avec la contrainte, mais il n'y a pas à se questionner sur elle en fait. C'est ma vision. Le déterminisme environnemental est supérieur à notre volonté propre. Le but d'un organisme serait alors uniquement de survivre en métabolisant son environnement dans le but unique et définitif de créer un nouvel organisme par la reproduction. Les organismes vivants s'adaptent à leur environnement grâce à la sélection naturelle. Charles Darwin, 1859. Il faut définir la sélection naturelle. Sélection naturelle, ça peut être beaucoup de choses en fait. C'est comme quand on dit environnement. En fait, les gens, si je dis aux gens environnement, qu'est-ce que c'est pour vous l'environnement? Quand je parle de déterminisme environnemental, qu'est-ce que vous entendez par environnement? Le tube digestif qui est à l'intérieur de vous, je le considère comme un environnement. Le microbiote intestinal que vous possédez est un environnement en fait, qui influe sur votre corps en fait. D'accord ? Ça va jusque-là l'environnement. Pour autant, beaucoup de personnes voient l'environnement comme la pluie et le soleil et le vent. Mais c'est pas que ça. Si c'est un vallon, si c'est un ravin, si c'est toutes ces choses-là influent sur l'hydrométrie, donc sur les comportements, sur tout en fait. Le moindre facteur, si au niveau météorologique, un battement d'ailes de papillon, je sais plus où, peut faire un tsunami de l'autre côté,
Imaginez une modification de 1 je sais plus ce que c'est le pourcentage d'humidité, mais de 1% en pourcentage d'humidité, ce que ça peut générer comme modification anthropologique sur une culture, sur un peuple qui vit dans une localité et tout ça. Enfin, c'est monstrueux. Donc environnement, ça peut modifier le biotope intestinal, qui va modifier les comportements, qui va modifier... Il y a tellement de choses en fait. Donc sélection naturelle, qu'est-ce qu'il y a dans sélection naturelle? Tout l'intérêt d'un cerveau est de réaliser des objectifs, et l'environnement n'a aucune idée de ce que sont ces objectifs. Steven Pinker, comprendre la... L'environnement n'a aucune idée de quels sont ses objectifs. Là où je suis pas d'accord. Mais on va rentrer dans le vif du sujet, j'avais fait un podcast sur ça. Je pense que l'environnement, donc je vous ai expliqué que le microbiote intestinal fait partie de cet environnement, et je pense que la flore bactérienne et microbienne que l'on a à l'intérieur de nous pilote, et en réalité le corps est un vaisseau pour cette colonie bactérienne et microbienne et virale, qui nous pilote de manière à se mouvoir dans l'espace plus rapidement et de manière efficiente. Si on fait de la conquête spatiale aujourd'hui, c'est parce que bizarrement c'est un autiste. Les autistes ont des flores de microbiotes intestinaux singulières qui fait de la conquête sur l'espace. Bizarrement, qu'est-ce qu'ont fait les astronautes quand ils ont foutu le premier pied sur la Lune? La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vidé les chiottes. Ils ont ensemencé la planète sur laquelle ils sont arrivés. La conquête microbienne se fait par ces endroits-là, en fait. D'accord? Donc, étant donné que l'environnement, je mets le microbiote intestinal dans l'environnement nous prédétermine en tant qu'organisme et en tant que cerveau. Sachant qu'il y a des bactéries aussi dans le cerveau. Bon, il y a des virus et des bactéries dans le cerveau. Mais bon, on passe. La nature humaine. Mais y a-t-il quelque chose qui doit être vrai de toute vie, où qu'elle se trouve, et quelle que soit la base de sa chimie? Il faut définir la vie aussi maintenant. Beaucoup de choses à définir là quand même. S'il existe des formes de vie dont la chimie est basée sur le silicium plutôt que sur le carbone, ou sur l'ammoniac plutôt que sur l'eau, si l'on découvre des créatures qui meurent par ébullition à moins 100 degrés centigrades, si l'on découvre une forme de vie qui n'est pas du tout basée sur la chimie mais sur des circuits électroniques réverbérants, y aura-t-il encore un principe général qui soit vrai pour toute la vie? Je ne le sais évidemment pas mais... Alors sans aller dans des projections aussi lointaines, les scientifiques sont pas d'accord sur la définition de la vie sur Terre. Déjà. Sans aller très loin, d'accord. Ça n'a pas besoin d'aller sur d'autres planètes avec d'autres environnements, d'accord. Juste l'environnement terrestre permet d'avoir un flou sur ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. Déjà. Si je devais parier, je miserais sur un principe fondamental. Il s'agit de la loi selon laquelle toute vie évolue par la survie différentielle d'entités réplicantes. Richard Dawkins, The Selfish Gene. Un principe fondamental, dit Dawkins? C'est intéressant. Mais pour lui ce devrait être lié à la réplication. Dommage. À la fameuse question, est-ce qu'un œuf est un moyen de faire une poule ou une poule un moyen de faire un œuf? Il répondrait alors en choisissant une vision impliquant qu'une poule est simplement un moyen de faire un œuf. Dans ces conditions, on peut comprendre que certains en arrivent à questionner l'intérêt de perpétrer un tel phénomène qui tient sa légitimité de ce phénomène lui-même et qui semble bien vain. Mais pourquoi pense-t-il cela? Parce qu'on observe à raison le rôle. D'où ce qui est intéressant, c'est l'évolution au sein de la poule qui pond l'œuf et qui va faire le poussin fera un poussin qui sera évolué par rapport à la poule. Mes enfants seront évolués par rapport à moi et seront de plus en plus adaptés à un environnement sur lequel l'humain en tout cas, a une ingénierie sur son environnement. D'accord. Donc, aujourd'hui, on est au stade d'enfant. On joue dans un bac à sable et on se rend pas compte qu'on est en train de détruire une planète sur laquelle on vit et sur laquelle chacune de nos actions génère des effets qui nous reviennent à la gueule comme contrainte adaptative à un environnement. D'accord? Donc il y a ce jeu-là entre nous qui modifions l'environnement et l'environnement qui nous modifie. Donc c'est un jeu, et c'est un jeu qui n'a pas de fin en fait. Donc pour le moment, il n'y a pas de fin.
Maintenant, apparemment, il a une fin, lui. Du hasard dans l'apparition de mutations, lesquelles vont parfois conférer un avantage à leurs porteurs, mais plus souvent s'avérer être inutiles, voire même des tares. On note aussi que l'évolution C'est pas dit. On peut pas prédire d'une évolution. Il faut la mettre dans le contexte de vie et de contraintes face à l'environnement. Ce qui est jugé par l'homme comme une tare peut être vu par un bénéfice pour l'organisme qui a cette pathologie, entre guillemets. ne va pas toujours vers une augmentation de la complexité des organismes, certains vers ou insectes se sont simplifiés au cours de l'évolution. Il n'y aurait donc pas de progrès, car elle suit un chemin discontinu. Mais pourquoi affirme-t-il cela sans même laisser D'où la notion de chaos, des données nécantropie dont je parlais au tout début. Je vais arrêter de couper parce que là je coupe trop. la moindre place au doute? En grande partie pour s'opposer aux religieux en tout genre et aux tenants de la théorie du design intelligent, qui ont effectivement tort. Rien de nouveau sous le soleil. Ce discours des darwinistes rappelle certains passages de la Bible dans l'Ecclésiaste où on trouve des versets complètement résignés sur la futilité de la vie, son absence de sens et l'inanité de toute action humaine. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Ecclésiaste 1. Effectivement, il n'existe pas de force guidant méticuleusement l'évolution et choisissant les mutations à faire apparaître. Il y a bien un processus d'essai-erreur. Je pense cependant qu'il existe une autre façon de voir les choses, intégralement en accord avec les principes darwiniens, mais n'excluant pas que l'évolution ait un sens. L'œuf servirait à faire une poule, le plus important seraient les organismes et non les gènes, et si vous avez lu mes derniers articles vous savez déjà probablement ce que je vais mettre en avant ici. Qu'on soit bien clair, je ne parle pas ici de remplacer la théorie de l'évolution, ni même de proposer une théorie complémentaire qui serait plus prédictive pour ce qui est des comportements humains qui seront toujours expliqués plus granuleusement par la théorie de l'évolution et la génétique puisqu'elle les touche plus directement. Je propose ici de questionner le sens de la vie d'un point de vue téléologique et de voir si on peut la penser différemment que cette approche darwiniste la voyant comme une molécule douée des propriétés évoquées plus haut. Pourrait-elle être une propriété collective de systèmes de molécules en interaction ? La vie, dans cette optique, ne serait pas à chercher dans ses parties, mais dans les propriétés collectives émergentes du tout qu'elle crée. Je ne suis pas le premier à m'intéresser à cette question, sans compter les mystiques qui... Donc, si je comprends ce qu'il dit, parce que je suis assez teubé, donc je suis pas sûr d'avoir compris, ce n'est pas les singularités qu'il faut juger, qu'elles soient même communautaires, mais c'est la tautologie de la vie sur Terre qu'il faut questionner. Donc pourquoi pas. qui ne nous seront d'aucune aide ici par chance, des scientifiques plus compétents que moi se prêtent au jeu et je n'ai plus qu'à reprendre leurs idées. Pourquoi le physicien James Lovelock a-t-il dit, pour trouver de la vie, chercher des réductions d'entropie? Parce qu'il existe une autre façon de penser la vie qui lui confère un but. Cette façon... Alors la réduction d'entropie serait une vision matérialiste de l'entropie qui est cohérente à l'existence de la vie sur Terre. Parce que de manière abusive, j'utilise le terme négantropie. La négantropie n'est pas prouvée. Il y a la basse entropie, la haute entropie. Il n'y a pas autre chose pour le moment. Théoriquement, elle existe. Voilà, la négantropie. Mais on l'a pas trouvée encore. fruit de recherche de nombreux scientifiques, sera formulé de façon élégante par Stuart Bartlett qui proposera une version générique de la vie qu'il appelle « life », la distinguant de « life », qualifiant uniquement le phénomène de la vie qu'on observe sur Terre comme une structure dissipative capable d'autocatalyse signifiant qu'elle peut se maintenir et croître. D'homéostasie se référant à la capacité de s'autoréguler des organismes vivants et d'apprentissage là. Sélection naturelle, le système nerveux, le cerveau ou encore l'ordinateur n'étant jamais que des moyens d'acquérir et de mémoriser des données sur l'environnement afin d'améliorer sa survie. J'ai un problème avec l'IA. On sait pas, il n'y a pas de ponctuation en fait. On ne sait pas quand est-ce que le paragraphe est terminé. Là, tu viens de passer d'un truc à un sujet à un autre. J'ai pas compris la transition en fait. Je te le dis au cas où si tu vois ce truc, je comprends pas la transition. Je veux bien essayer de comprendre. En fait, tu enchaînes tellement de sujets différents, connexes, mais différents, qu'on n'arrive pas à faire les ponts de connexion. C'est fou. Et pourtant, ça a l'air intéressant, quoi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle dissipe? Comme Ilya Prigogine le mettra en avant,
la vie peut être comprise comme une structure dissipative. Elle dissipe de l'énergie afin de générer de l'entropie telle que nous l'explique la seconde loi de la thermodynamique. De la même façon que, lorsqu'il y a un écart de température trop élevé, Et là, on va aller dans le haut de ma théorie. Le cœur de la Terre serait un trou blanc. Et les trous noirs sont des déversoirs de négantropie. Donc l'univers, la bulle de l'univers se remplit de négantropie par les trous noirs. Et un peu comme une bâche, si vous avez déjà été dans des champs bâchés, quand vous marchez sur des champs, vous mettez un peu de boue, donc de matière, d'accord, sur cette bâche, et quand il pleut, la boue va se concentrer au trou qu'il y a dans cette bâche, boucher les trous et faire de la rétention à cet endroit-là. Et donc l'univers va grossir, d'accord. Donc le cœur des planètes serait des trous blancs qui permettent d'évacuer l'excès d'entropie à travers le cœur, et par une concentration d'entropie sur les sphères, à un certain degré de concentration d'entropie, il y a l'apparition de la vie. C'est ma vision des choses. C'est peut-être une grosse connerie, mais c'est comme ça que je vois les choses. Et donc les trous noirs seraient des déversoirs à négantropie dans un système principalement anthropique. entre deux masses d'air, un ouragan va se former afin de retrouver un système homogène. La vie pourrait faire partie de ces systèmes dissipatifs et être un phénomène chimique émergent. Elle n'appellerait alors pas à être considérée dans ses parties mais comme un tout. En présence d'un flux permanent d'énergie, les structures, dites dissipatives, s'auto-organisent pour dissiper l'énergie. Ilya Prigogine, 1961. Dès lors, comme le dira Ludwig Boltzmann, la lutte pour la survie est une lutte pour la dissipation d'énergie ou la production d'entropie, et comme l'imaginera Alfred Lotka, la sélection naturelle favorise l'organisme qui dissipe le plus vite l'énergie. L'évolution. Pourquoi on est régi sous le nombre d'or? Pour l'efficience de la circulation de l'énergie et donc la dissipation de cette énergie et donc la génération de l'entropie. L'évolution aurait alors bien un but, une valeur qu'elle tendrait à maximiser, qui est la dissipation d'énergie. Comment y parvient-elle? Il existe un lien direct entre... Ça ne signifie toujours pas que la vie a un but. D'accord? Qu'elle ait une fonction, c'est une chose. Qu'elle ait un but, c'est autre chose. Donc la vie a une fonction physique, je peux l'entendre. Elle a un but, c'est autre chose. D'accord? Entre la dissipation d'énergie et l'information. En travaillant sur la théorie de l'information, Claude Shannon a mis en avant que la dissipation d'énergie est liée à la destruction d'informations. La dissipation d'énergie et la perte d'information sont rigoureusement la même chose. L'entropie existe lorsque l'information est perdue. Un œuf explosé ne peut pas se reconstituer. Il existe une irréversibilité de l'action et l'information est perdue. Il est d'ailleurs bon de noter que des ordinateurs quantiques sont capables d'utiliser la technique de l'algorithmique Cooling qui, en effectuant des calculs réversibles, leur permet d'éviter la perte d'information donc la dissipation d'énergie dans un dégagement de chaleur. On peut alors voir l'évolution comme un système cybernétique qui construit l'information dans le but de maximiser la production d'entropie en suivant le principe de moindre action. L'évolution va globalement tendre vers la sélection des organismes de plus en plus complexes afin de maximiser la capacité à mémoriser et traiter l'information. D'où le cœur de la Terre qui est un métal en fusion, accumulation d'entropie à cet endroit-là, donc dissipation d'informations, qu'elle reçoit par la négantropie déversée par les trous noirs, qui sont présents en basse température, donc information, négantropie, donc divine, dissipée dans l'univers, donc qui fait gonfler l'univers, l'information grandit dans l'univers, et donc les planètes avec des cœurs chauds sont des dissipateurs de cette accumulation d'informations. Ça peut se voir aussi comme ça, si Dieu. Ça me donne toujours pas le but de la vie. Collectivement. Cela signifie parfois en symbiose entre différentes espèces, ce qui implique que certaines espèces peuvent devenir moins complexes si cela permet de maximiser la production d'entropie via d'autres espèces. Les mutations sont les boucles positives qui vont explorer de nouvelles possibilités alors que la sélection naturelle va jouer le rôle de boucle de rétroaction négative assurant la stabilité du système. Le tout formant un système apprenant visant à maximiser la production d'entropie. Qu'est-ce que cela signifie pour les gènes? Comme notre cerveau, ils sont un moyen de stocker de l'information. Une information qui sera utilisée pour générer les phénotypes d'organismes dissipant le mieux l'énergie. Un individu comme une société sont des structures dissipatives.
Selon ta téléologie, quels sont les buts de cette information? D'accord? Quel est le but de l'accumulation d'informations? Quel est le but de la dissipation d'informations? L'évolution va alors sélectionner les gènes offrant les traits phénotypiques qui permettent le mieux de dissiper l'énergie. L'œuf Oui, est un nombre moyen d'or, de faire quoi. une poule et pas l'inverse. L'intelligence pouvant être comprise comme ce qui guide le comportement afin de maximiser la dissipation d'énergie, l'évolution va naturellement favoriser les organismes disposant de meilleures capacités cognitives qui leur permettront de mieux capturer et traiter l'information. Alors, en admettant que cette voie ne soit seulement possible, qu'est-ce qui permet à qui que ce soit aujourd'hui d'affirmer que l'évolution ne poursuit aucun but? Comment l'objectif aurait-il pu passer de la dissipation à la réplication alors que les lois de la physique sont restées les mêmes? La réponse est que l'objectif fondamental, la dissipation, n'aurait pas changé, mais qu'il a conduit à un objectif instrumental différent, c'est-à-dire un sous-objectif qui aide à atteindre l'objectif fondamental. Ainsi, quand bien même on se refuserait à attribuer un but à l'évolution, il me paraît dans le même temps impossible d'affirmer qu'elle n'en aurait tout simplement pas. Cela ne veut pas dire qu'elle ait nécessairement un rôle capital à jouer pour l'univers entier, mais on pourrait au moins imaginer un but à l'échelle locale comme sa participation à l'équilibre de la biosphère. Mais quoi qu'il arrive, parce que je vous aime bien mes Darwin. Tu viens de critiquer ceux qui n'ont pas de téléologie, mais en fait, tu émets une hypothèse téléologique. Tu n'as pas d'affirmation téléologique, en fait. Donc tu viens de critiquer ceux qui n'en ont pas, mais tu n'en as pas non plus, en fait. C'est assez cocasse, quand même. Moi, je pensais que tu allais me donner un but à la vie, en fait. Et là, tu le donnes pas, en fait. C'est hypothétiquement ça, mais c'est pas c'est pas une certitude, en fait. Donc je veux bien, mais c'est même pas un je pense. C'est hypothétique. Darwiniste, Hypothétiquement, on accumule de l'information pour mieux la dissiper. But indirect. Très bien. Hypothétiquement. Quel est le but, en fait? Ça, c'est la fonction. Accumuler de l'information pour mieux la dissiper, c'est une fonction, en fait. C'est pas un but. Ça me donne toujours pas le but de l'existence. Et de la vie, en tout cas. je trouve bon de préciser que quel que soit le but qu'on puisse imaginer, il ne saurait s'inscrire en opposition au principe darwinien. Cet audio vous a plu? Abonnez-vous à notre chaîne afin de recevoir tout notre contenu et soutenez-nous sur Tipeee, le lien est dans la description. Alors, je vais mettre leur lien en description pour aller les soutenir. La voix humaine à la fin est beaucoup plus agréable, donc si je peux vous donner un conseil, arrêtez avec l'IA et faites en voix orale. Même s'il n'y a qu'une voix qui fait la narration, je préfère, en fait. Je vous le dis d'avance. Bon, bah c'était cool. J'espère que ça m'aura permis un peu d'avancer sur mes théories un petit peu, sur la négantropie et l'entropie, les trous noirs, les trous blancs, et cette dualité de réalité que l'existence nous porte. Mais bon, voilà. C'est cool. Combien de minutes? 40 minutes, je suis dans les temps. 39 minutes. Et voilà. Donc. Je vous mets en description leur Tipeee. Si vous voulez leur faire un don, faites un don, ça leur ferait plaisir. Si vous voulez vous abonner à leur site, ça s'appelle Rage, rage-culture.com. Donc apparemment il y a plein d'articles et plein de podcasts aussi. Donc ils ont un podcast sur Spotify aussi. Je regarde un truc. Rage Culture aussi, c'est le podcast. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, je vous remercie et à plus.